la gestion et la situation notamment du secteur défensif du LOSC. C'est peut-être le secteur le plus alarmant, en tout cas au moment où on parle. Hier, Olivier Létang en parlait vendredi en conférence de presse. Il a dit devant, même s'il y a cette question du numéro 9, on a 6 joueurs pour 3 postes. Au milieu, on a ce qu'il faut et pour le coup, le LOSC est très très bien fourni, voire même un peu trop fourni en termes de quantité. Le problème, c'est derrière. Il y a Romain Perrault, tu en as parlé, qui est arrivé au poste de latéral gauche. On en attend un deuxième puisque Vincent Burlet a été pas suffisamment convaincant en pré-saison pour pouvoir prétendre, selon le staff technique, à une place dans la rotation du LOSC. Donc un deuxième latéral gauche qui est recherché. Il y a surtout les départs de Lucas Chevalier pour 55 millions d'euros avec bonus du côté du PSG et de Bafodé Diakité qui semblerait se diriger vers Bournemouth contre 40 millions d'euros, donc quasiment un pactole de 100 millions d'euros, bonus compris, pour le LOSC, mais surtout quand même des trous dans la raquette d'un point de vue sportif sur le terrain, avec peut-être deux des 3 joueurs les plus importants du secteur défensif. Alexandro devrait être bloqué. Olivier Létang a parlé de la charnière Bafodé Diakité Alexandro. Il a dit qu'il y en a seulement un qui va partir et lui a fait une promesse à Bafodé Diakité. Ça devrait donc être lui qui devrait partir cet été du côté du LOSC. Est-ce que avec ce secteur défensif, on le rappelle au-delà de la charnière, pour le moment, le secteur défensif du LOSC, à l'instant T, au moment où on enregistre, les titulaires, c'est Arnaud Baudard. À gauche, c'est Romain Perrault. Dans l'axe, c'est Ngoy Alexandro. Et à droite, Thomas Meunier, parce que Thiago Santos est encore blessé, mais on peut compter Thiago Santos qui devrait être titulaire cette saison. Ça fait quand même un peu léger à l'instant T. On se doute qu'il y aura des recrues. Olivier Létang a parlé d'un numéro 1 qui est recherché dans les buts. Ricardo Veio, gardien de Farense, est évoqué. Mais est-ce que tu vois quand même en cas de recrutement, sur la durée de la saison, un secteur défensif qui est en grand danger, sachant que c'était quand même la grosse force de ce LOSC qui était parmi les toutes meilleures défenses de Ligue 1 la saison passée? Alors, une nouvelle fois, on rappelle qu'on enregistre le samedi 9 août, donc il y a peut-être eu des officialisations, des changements de dernière minute sur certains dossiers entre le moment où on enregistre et la publication de cette vidéo, mais on se dirige effectivement vers un double départ Chevalier-Diakité. Et on a très bien compris que Diakité, ça avançait bien. Olivier Létang, il n'a pas dit non, il n'y a personne qui va bouger. Il a dit il y aura un des deux. S'il y a un départ en défense centrale, l'autre sera retenu. Bon, on a très bien compris qu'on est vraiment dans une optique de vouloir finaliser le deal concernant Bafo Diakité aussi. Là où ça fait peur, c'est que l'an dernier, tu l'as dit, c'était une des forces du LOSC, le secteur défensif, et notamment ce trio, on en a beaucoup parlé, de ce trio Chevalier, Alexandro, Diakité, 3 jeunes joueurs finalement. Peut-être qu'Alexandro est le plus âgé, encore, je ne suis même pas sûr. 36 ans aujourd'hui. Mais les 3 sont très jeunes et pourtant, ils ont affiché beaucoup de garanties la saison dernière. On a beaucoup parlé de la charnière Diakité-Alexandro qui ne bougeait pas, d'une, parce qu'elle était compétitive, de 2, parce que on manquait de réelles solutions de repli derrière eux, hormis Aïssa Mandi. Et le peu de fois où on a fait des changements, ça ne s'est pas toujours très bien passé, soit des changements contraints, comme des suspensions ou des blessures. Je me rappelle du match contre Strasbourg, qui aurait pu avoir potentiellement la peau de Bruno Genesio en début de saison. C'était la série des 4 défaites qu'il fallait arrêter. Ça fait 3-3. Aïssa Mondi est en grande difficulté. Et à un moment donné, si Strasbourg, c'est le Strasbourg de 2 mois plus tard, et notamment Emmanuel Emega, qui est un petit peu plus juste à la finition quelques semaines plus tard, il y a peut-être 4-1 à un moment donné, le match il est plié. Mais plus globalement, oui, ça fait peur parce que Lucas Chevalier avait pris une telle stature dans les buts que le remplacer ne sera pas chose aisée, surtout que même si on sait que le marché des gardiens de but est toujours un peu particulier, ça a avancé. Peut-être que certaines cibles intéressantes pour Lille sont déjà parties ailleurs. On avait parlé d'Yevan Diouf, par exemple, il est à Nice. Si on continue chez les jeunes gardiens à potentiel, Robin Risser, il est chez le voisin lensois. On a bien compris que Guillaume Rest n'est pas vraiment une piste de Lille. On avait parlé de Marco Bizot à un moment donné, peut-être pour 1 ou 2 saisons, il est parti en Angleterre, donc il est plus Robin dispo. Roofs aussi, à un moment était suivi, oui. le LOSC était proche et est parti à Sunderland. Donc, en fait, il y a peut-être certaines options. Alors, c'était peut-être pas le plan A, le plan B, le plan C. Je ne suis pas dans les petits papiers d'Olivier Létang, mais en fait, les options sont moins nombreuses aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 15 jours ou 3 semaines. Donc, pas évident de trouver le successeur. Et je vois pas comment aujourd'hui le LOSC peut trouver un gardien aussi fort que Lucas Chevalier à l'instant T. Peut-être que Lille va miser sur un jeune gardien qui va se développer, qui va devenir très fort, mais à l'instant T, tu t'affaiblis. Bafodé Diakité, c'est un peu la même chose, je trouve. Peut-être qu'Engoy va faire l'affaire. J'ai suivi sa présentation
sur la chaîne YouTube avec une vidéo complète. Moi, je trouve que ça peut être le complément idéal d'Alexandro quand plus le profil était développé, puis je me suis dit, mais en fait, s'il joue à côté d'Alexandro aujourd'hui et qu'on a le même Alexandro que la saison dernière, ça peut être vraiment le partenaire parfait pour qu'il se développe et qui confirme effectivement le potentiel que le LOSC lui a vu. Mais en même temps, c'est un garçon qui a toujours pas fait une saison complète depuis ses débuts en pro et ça remonte à 2020. Il y a toujours des petites blessures, des petits pépins par-ci par-là. On va me rétorquer, c'est pas toujours la même blessure. Donc, il n'y a pas forcément une fragilité vue, mais je veux aussi dire, il y a plein de petites blessures. Donc, il y a peut-être des blessures de compensation. Il y a peut-être un corps qui, sur le plan musculaire, est pas encore fini, en tout cas pas bien fait. Et du coup, il va peut-être enchaîner les pépins jusqu'à arriver à une certaine maturité physique. Est-ce que le LOSC peut se permettre d'avoir un Nathan Ngoy qui n'est pas sûr à 100% de pouvoir enchaîner les matchs, alors qu'on va perdre Bafodé Diakité qui, dans ce domaine-là, et pas que celui-là, était une valeur sûre, il pouvait jouer tous les 3 jours, sachant qu'il y aura encore l'Europa League la saison prochaine. Je trouve qu'effectivement, il n'y a pas péril sur la défense du LOSC, mais il y a danger en perdant 2 cadres comme Lucas Chevalier et Bafodé Diakité, qui, au-delà de leur niveau de performance qui était régulier, qui était d'un très haut niveau de haut de tableau de Ligue 1, à tel point que Chevalier va au PSG, le meilleur club de Ligue 1, et que Bafodé Diakité, je pense que Bournemouth, il va faire 1 ou 2 saisons et je ne serais pas surpris de le voir aller chez un plus gros de Première Ligue par la suite. Je pense que c'est l'étape parfaite. Très bien, on récupère 100 millions. Mais derrière, il va pas falloir se tromper parce que le secteur défensif, l'an dernier, du côté de Lille, et ce trio-là t'apportait quand même énormément de garanties. Ouais, et pour moi, ce trio, en dehors du PSG, de manière assez indiscutable, c'est le meilleur trio défensif de Ligue Oui, 1. Et c'est soit intrinsèquement ou même dans les performances. Et tu l'as dit, alors c'est vraiment un plat du pied sécurité, hein, mais les supporters lillois en sont conscients. Mais s'il y en a qui ne le sont pas encore, il faudrait évidemment pas s'attendre au même rendement des recrues, même si le LOSC investit, je sais pas, 15-20 millions d'euros sur un nouveau défenseur, un nouveau gardien, ce qui paraît très improbable, mais imaginons, ça serait évidemment pas le même rendement parce qu'aujourd'hui, le LOSC n'a pas un standing, que ce soit économique ou sportif, suffisant pour recruter des joueurs du niveau de Bafodé Diakité ou de Lucas Chevalier. C'est évidemment la marque de fabrique du LOSC, développer ces joueurs-là pour qu'ils atteignent un tel niveau, qu'ils aillent voir un petit peu plus haut. Mais inévitablement, il y aura une baisse de qualité dans le secteur défensif. Le LOSC ne sera pas une défense normalement aussi forte que la saison passée. Le LOSC même dans sa globalité ne sera pas normalement une équipe aussi forte que la saison passée au vu de tout ce qu'on a dit sur le mercato. Mais tu l'as dit, il y a quand même aujourd'hui, dans ce secteur-là de la défense pour remplacer Bafodé Diakité, Nathan Ngoy, qui en a notamment beaucoup parlé de ses blessures, ça a pu faire rire parce qu'il a été assez sincère là-dessus. Il disait je mangeais un petit peu n'importe quoi et c'est pas encore totalement réglé, mais il y a un gros travail, on a l'impression quand même, qui est fait dessus, que les sorties au McDo seront réduites par Olivier Létang et toute l'équipe du LOSC et que au vu du travail qui est effectué sur son corps et physiquement, on peut quand même s'attendre, en tout cas on l'espère pour lui, à moins de blessures qu'auparavant, mais je lui avais bien posé la manger, bien question. dormir, c'est ça ce que C'est disait ça. Kylian Mbappé. Ouais. C'est ça, même s'il a dit Nathan Ngoy qu'il aimait pas la sieste, que sinon c'était trop difficile de dormir la nuit. Mais en tout cas, normalement, on a l'impression que c'est un joueur aussi, un jeune qui a pris conscience de l'exigence du haut niveau, qui au LOSC, je pense, va trouver un cadre aussi pour franchir encore un cap dans cette exigence. Mais je lui ai posé la question et lui-même le dit, il n'y a quand même pas de garantie sur ma capacité à enchaîner les matchs, du simple fait que les blessures restent quand même assez circonstancielles, assez aléatoires. Mais en tout cas, dans le profil de ce que j'ai vu, alors c'est pas l'échantillon le plus large, mais on voit quand même un joueur qui peut se rapprocher, qui a des similitudes avec Bafodé Diakité. Et t'en parlais, il y a cette complémentarité qu'on peut avoir avec Alexandro. Aujourd'hui, on a l'impression que Ngoy, si on compte Bafodé Diakité, est le troisième central dans la hiérarchie. On a l'impression qu'Aïssa Mandi va reculer peu à peu. La question maintenant, et j'aurais bien aimé la poser à Olivier Létang hier, j'ai pas eu le temps, mais est-ce que Ngoy est aujourd'hui armé pour être le successeur dès cette saison de Bafodé Diakité? C'est la question qu'on peut se poser. On n'a pas l'impression que ce soit physiquement ou même en termes de référence aujourd'hui, et je pense que le LOSC ira chercher un nouveau défenseur central un petit peu plus référencé, ne serait-ce aussi que pour prendre la suite d'Alexandro dans un an, parce qu'on a l'impression qu'Alexandro, s'il reste cette saison, ça sera pas au-delà de cette saison 2025-2026, mais inévitablement
inévitablement le LOSC va perdre en qualité dans ce secteur. Et ça sera aussi intéressant de voir le deuxième latéral gauche qui est recruté, parce qu'on l'a dit, Vincent Burlet paraît aujourd'hui un poil insuffisant pour prétendre à la rotation du LOSC. Romain Perraud est arrivé, profil expérimenté, qui a beaucoup de vécu en Première Ligue, un petit peu en Ligue 1 aussi, en Liga, mais qui n'est pas non plus peut-être au niveau d'un Gabriel Gudmundsson, d'un Ismaili qui était là la saison passée. Et ce sera intéressant de voir quel type de latéral gauche le LOSC va recruter. Un plus jeune, capable de prendre à moyen terme la place de Romain Perraud, un joueur à peu près dans la même force de l'âge et qui va concurrencer avec deux latéraux gauche d'un niveau assez similaire, ou un vrai titulaire, un vrai patron au poste, avec un Romain Perraud plutôt avec une étiquette de numéro 2. Et aussi, on aura un peu plus de certitude là-dessus. Et puis, à voir aussi le secteur du latéral droit, même si c'est beaucoup moins urgent et qu'il y a d'autres priorités. Mais est-ce que le LOSC, avec cette situation physique de Thiago Santos, dont le retour a été un petit peu retardé, va pas essayer de faire un coup à la Mitchell Bakker, avec un joueur très polyvalent et qui peut notamment amener de la profondeur sur ce côté-là? Parce que Thomas Meunier l'a fait la saison passée, mais on a vu que l'enchaînement des matchs tous les 3 jours était compliqué. Kaïssa Mandi, lui aussi, a le poids des années qui est en train de peser, qui n'est pas le plus armé non plus pour enchaîner. Donc voilà, il y a beaucoup de questions à tous les postes dans ce secteur défensif, à voir comment le LOSC s'en sortira, mais on l'a dit, difficile d'imaginer une défense et une arrière-garde aussi performante que la saison passée. Mais tu parlais de Nathan Ngoy, moi ce qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille sur le poste de latéral droit, tu me coupes si je dis des bêtises, mais j'ai regardé une partie du match contre Dortmund et j'ai l'impression, je faisais autre chose en même temps, hein. Pour être franc, j'étais dans les queues d'attente au parc Astérix, donc je sortais le téléphone de temps en temps pour regarder un petit peu le match. On est d'accord qu'il a joué une certaine partie du match en tant que latéral droit, Ouais, Nathan Ngoy. Donc, on sait qu'il est polyvalent, on sait que ça a surtout été un stopper droit d'une défense à 3, un petit peu un profil à Diakité, hein, qui a également fait ça à Toulouse. Mais le fait qu'on le fasse jouer là contre Dortmund, est-ce qu'on ne cherche pas effectivement un autre profil pour ce poste de latéral droit en se disant, bon, Aïssa Mandi, c'est plus du tout une option en tant que latéral, ça devient trop compliqué. Thomas Meunier, l'an dernier, il a beaucoup joué, même lui était presque surpris d'autant jouer, il en avait parlé à la fin de la saison. Et Thiago Santos, il y a un petit doute. Donc, est-ce qu'on ne va pas chercher un profil un peu, comme tu l'as dit, polyvalent, avec quelqu'un capable de jouer stopper droit, également latéral droit, et en fonction de l'opposition, jouer ce poste-là? Alors, je vois tout de suite des supporters du LOSC en commentaire me dire, mais on l'a ce profil-là, c'est Ousmane Touré. Oui, pourquoi pas, mais est-ce que c'est pas plus intéressant pour lui de faire un prêt dans une équipe première partie de tableau en Ligue 2? Je pense très clairement pour confirmer les 4 bons mois du côté de Valenciennes le concernant. Je pense que c'est une meilleure option plutôt que d'être 2,5, troisième homme à ce poste-là du côté de Lille cette saison. Et Olivier Létang en parlait hier, les jeunes, s'ils sont dans l'effectif, aussi qu'ils aient du temps de jeu. S'ils ont du temps de jeu, c'est qu'on les considère sûrs à 100% de pouvoir apporter quelque chose. Sinon, autant les prêter, ça sert à rien de les avoir pour qu'ils soient troisième option à un poste. Donc, je pense que ça colle pas. Mais oui, il y a une question aussi à droite aujourd'hui parce qu'on ne sait pas vraiment dans quel état est Thiago Santos. C'est bien de ne pas précipiter son retour, mais comment va-t-il revenir? Combien de temps pour retrouver son meilleur niveau? Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'interrogations. Tout à l'heure, tu disais que le trio Chevalier, Diakité, Alexandro, c'était le meilleur trio après celui du PSG, Donnarumma, Marquinhos, Pacho. Je suis assez d'accord avec toi. Je pense que si tu mets ce trio qu'on vient d'évoquer du LOSC à Monaco la saison dernière, je pense que Monaco est deuxième à moins de 10 points du PSG. Parce qu'on ne peut pas dire que Thilo Kehrer, c'était une assurance touriste qu'on l'a encore vu lors du match amical contre l'Inter. Sur le poste de gardien, ils ont passé toute la saison à changer entre Madjeki et Kohn et pas savoir lequel mettre. Et Singo, bon, ok, il y a du potentiel, mais il y a encore beaucoup de sautes de concentration. Donc, si Lille, l'an dernier, a pu lutter très longtemps pour une place, un retour en Ligue des Champions, c'est pas grâce à Jonathan David, quand bien même il a mis ses buts, mais en deuxième partie de saison, on a vu que c'était plus compliqué. C'est pas grâce à Eden Zegrova qui a disparu de la circulation, c'est parce qu'il avait des certitudes derrière. Et là, repartir avec que Nathan Ngoy pour accompagner Alexandro, moi, je le conçois pas du tout. Et on va nous dire, il y a Issa Mandi. Pour moi, Issa Mandi, ça doit être la 4e option au poste de défenseur central aujourd'hui. Et ça doit être sans doute la 2e et demi, 3e option à droite. Issa Mandi doit jouer en cas de crise. Et tant pis si c'est un joueur avec un statut et un salaire. Mais sportivement, aujourd'hui, pour moi, il ne peut pas rentrer très haut dans une réflexion pour occuper un poste de la défense. Donc, moi, j'attends au moins encore 2 joueurs en défense du côté de Lille, sans compter le gardien. Un gardien, au moins 2 défenseurs, voire 3, selon l'état de santé de Thiago Santos.
Sinon, je crois que je vais aller à Lourdes tous les vendredis, tous les veilles et avant-veille de match pour espérer qu'il n'y ait pas un petit souci concernant Ngoy, concernant Romain Perrault, qui enchaîne les prêts, mais il sort plutôt d'une bonne saison Betis, mais ça fait quand même quelques années qu'il n'a pas fait 35 matchs sans problème, avec un temps de jeu conséquent, en étant un titulaire indiscutable d'une équipe. Ouais, et puis Ngoy, on lui a posé la question hier, il a dit alors oui, j'ai joué central, j'ai joué latéral droit, j'ai joué 6, j'ai joué dans une défense à 3 à droite, à gauche, dans l'axe, mais mon poste, ça reste quand même central, et on avait reçu notamment Vincent Bertin, je vous invite, je vous renvoie vers la vidéo de présentation de Nathan Ngoy avec beaucoup de détails. On sent que c'est un joueur qui est surtout axial, et surtout qui est capable de jouer à droite et à gauche, mais qui peut quand même, voilà, qui a surtout cette fibre d'axial, et qui vraiment est là pour dépanner à droite, seulement en cas de pépin.